Au cours de l'année 2024, 70% du PIB mondial entre en année électorale. Des pays comme l'Inde, le Mexique ou encore l'Afrique du Sud vont voter. Pour la Russie, le résultat attendu devrait reconduire Vladimir Poutine pour briguer un prochain mandat. Mais du côté des États-Unis, rien n'est moins sûr quant aux futurs résultats. En effet, le 5 novembre 2024 marquera le jour de l'élection américaine. Et si on se rappelle de la dernière élection 2020, on espère que cette année électorale ne sera pas la même que cette année-là, avec ses confinements et autres restrictions de liberté à l'échelle mondiale. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne, mais bien pour comprendre l'impact profond du résultat de l'élection sur la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis, ce qui à son tour pourrait faire ou défaire le prochain bull run. L'impact de cette élection est évidemment mondial. Autre chose très importante, l'élection américaine de cette année va déterminer si la Réserve fédérale développe un dollar numérique dystopique et prend le contrôle total des économies américaines et mondiales. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous révélons où se positionnent les principaux candidats à la présidence sur les crypto-monnaies et les CBDC, monnaies numériques de banque centrale, et quel impact leur position pourrait avoir sur le marché des crypto-monnaies et sur la liberté financière s'ils venaient à être élus. Démarrons sans plus attendre. En fonction des candidats, des partis politiques qu'ils représentent, l'avenir du secteur crypto est grandement impacté, le passé nous le démontre. Avez-vous déjà entendu parler de l'affaire Chokepoint 2.0 ? C'est une initiative des régulateurs bancaires fédéraux américains qui, selon une note juridique du cabinet d'avocats Cooper & Kirk, utiliserait des tactiques illégales pour éloigner les entreprises de crypto-monnaies du système financier. Cette opération viole les droits constitutionnels des entreprises, notamment le droit à une procédure régulière en vertu du 5e amendement. Les régulateurs bancaires fédéraux sont accusés de dépasser leur autorité statutaire en exerçant un contrôle sur les clients que les banques peuvent servir et de refuser d'exercer leurs fonctions non discrétionnaires lorsqu'elles bénéficient au secteur des crypto-monnaies. En gros, si vous êtes une entreprise crypto, bon courage pour ouvrir un compte bancaire pour votre entreprise dans un établissement bancaire classique. Il vous refusera systématiquement à cause des pressions subies par les régulateurs bancaires fédéraux. Une autre chose importante à savoir est que cette opération a démarré en 2013 sous la présidence d'Obama et s'est terminée en 2017 sous la présidence de Trump. L'opération 2.0 a commencé avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir et pourrait donc se terminer cette année si le président sortant n'était pas réélu, probablement un an après. Cela suggère également que la répression des crypto-monnaies ne prendra fin que si un républicain est élu président. Cependant, le nombre de démocrates favorables aux crypto-monnaies a augmenté. Cela pourrait être lié au fait que les crypto-monnaies sont devenues un enjeu politique clé, en dépit des pressions exercées par les entreprises et les projets liés aux crypto-monnaies. Le président a le pouvoir de nommer des personnalités clés au sein des organismes de réglementation et de la Banque centrale. Comme nous l'avons vu au cours de la dernière année, ces personnalités ont un impact encore plus important sur les crypto-monnaies que les politiques des présidents et des politiciens. La conclusion essentielle est que l'élection présidentielle américaine de 2024 sera extrêmement importante pour les crypto-monnaies et pour la liberté financière elle-même, surtout en tenant compte des monnaies numériques de banque centrale. Pour 2024, les camps semblent déjà marqués. Côté démocrate, on a évidemment le président sortant Joe Biden, mais aussi Robert F. Kennedy Jr., le neveu de l'ancien président John F. Kennedy, qui a été tristement assassiné en 1963. Côté rouge, républicain donc, on avait 3 candidats sérieux il y a encore quelques semaines, avec Vivek Ramaswamy, Ron DeSantis et Donald Trump. Très récemment, Vivek et Ron DeSantis ont jeté l'éponge tout en appelant à voter pour l'ancien président Donald Trump. Donc côté républicain, il n'en reste plus qu'un, mais le cas de Ron et Vivek nous intéressera quand même. Voyons dans le détail leurs différents positionnements. On commence avec Joe Biden, et si vous suivez un tant soit peu la politique américaine, vous savez qu'il est opposé aux crypto-monnaies style Bitcoin et Ethereum, tout en étant favorable à l'instauration des monnaies numériques de banque centrale. Avec le recul, les signes étaient là. L'une des premières choses que Joe Biden a faites en tant que président après son élection en novembre 2020 a été de nommer Janet Yellen au poste de secrétaire du Trésor. Janet Yellen est fortement opposée aux cryptos. Pour l'anecdote, certains d'entre vous se souviendront peut-être de la célèbre audience où un héros a brandi une pancarte disant « Achetez du Bitcoin » lors d'une de ses déclarations. L'une des premières actions de Janet lorsqu'elle a pris ses fonctions en janvier 2021 a été de pousser pour des règles de suivi de toutes les transactions de crypto-monnaies. Et depuis lors, Janet a joué un rôle clé dans l'opération Chokepoint 2.0,
et a probablement eu un rôle dans la décision de sanctionner Tomado Cash, un code informatique qui n'est contrôlé par personne. Le mandat de Janet n'a techniquement pas de date de fin, mais elle envisage apparemment de démissionner dans l'année ou dans les 2 prochaines années. Une bénédiction pour le secteur crypto. En janvier 2021, Biden a également nommé Gary Gensler président de la SEC, et le mandat de Gary a commencé en avril suivant. Si vous suivez nos contenus, vous savez que Gary est comme Janet, un ennemi farouche de la technologie crypto. Il a déclaré que tout sauf le Bitcoin est considéré comme une valeur mobilière et doit être réglementé ou interdit. Sur la valeur mobilière, il n'a pas vraiment tort, mais l'épisode des ETF est un bel exemple des bâtons que sont prêts à mettre les membres de l'administration Biden dans les roues du secteur crypto. Le mandat de Gary prendra fin en avril 2026 et le prochain président nommera son successeur. Cependant, Gary pourrait quitter la SEC plus tôt que prévu, car il envisage apparemment de devenir le prochain secrétaire du Trésor. Si Janet démissionne, il est fort probable que Gary obtienne son poste, surtout si la prochaine administration est démocrate. Ce serait une mauvaise nouvelle pour nous. Gary aurait davantage de pouvoir à sa disposition pour renforcer la répression de l'industrie des crypto-monnaies. Et s'il devenait secrétaire du Trésor sous une administration démocrate, il est tout à fait possible que son siège à la SEC soit occupé par un autre candidat anti-crypto nommé par Biden. La nouvelle encourageante réside dans le fait que la plupart des candidats qui s'opposaient très radicalement aux crypto-monnaies et qui avaient été proposés par l'administration Biden en 2020 n'ont jamais accédé à leurs postes respectifs. Parmi eux, Saul Omerova, dont l'objectif était essentiellement de renforcer le système bancaire à l'OCC, l'Office de contrôleur de currency, et Sarah Bloom Raskin, qui envisageait d'imprimer d'importantes quantités d'argent pour lutter contre le changement climatique à la Fed. En parlant d'argent fraîchement imprimé, sous l'administration Biden, l'impression monétaire a été la principale contributrice du marché haussier crypto, et en particulier la deuxième phase à la fin de 2021. C'est aussi cette impression qui a fait exploser ensuite l'inflation et par conséquent la montée rapide des taux d'intérêt. L'un des projets de dépenses de Biden contenait également une longue liste de dispositions anti-crypto-monnaies. Rappelez-vous du projet de loi sur les infrastructures de l'été 2021. Son but était de signaler toutes les transactions de crypto-monnaies d'une valeur de plus de 10 000 $ aux autorités fiscales à partir de 2024. Plus récemment, l'administration Biden a publié un décret présidentiel qui demandait aux régulateurs américains d'examiner de près l'industrie des actifs numériques. Il demandait également à la Fed d'explorer le développement d'un dollar numérique, une preuve concrète de la position pro-CBDC de Biden. En janvier 2023, l'administration Biden a publié une feuille de route pour appeler les régulateurs américains à examiner de manière encore plus approfondie l'industrie des technologies émergentes. En plus d'examiner les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle, la feuille de route de Biden comprend une section sur l'identité numérique. Si vous vous demandez pourquoi ça compte, c'est parce qu'une identité numérique émise par le gouvernement est nécessaire pour un déploiement à grande échelle des CBDC. Toujours dans le camp démocrate, on passe maintenant à Robert F. Kennedy Jr. ou RFK Jr. Comme je vous le disais, c'est le neveu du défunt président John Fitzgerald Kennedy, assassiné en 1963. Le tragique de cette histoire est que le père de RFK Jr., RFK Sr. donc, a été lui aussi assassiné en 1968 alors qu'il se présentait à la présidence. Ces événements ont une grande importance dans la démarche actuelle de RFK Jr. C'est peut-être même ce qui l'anime au plus profond de lui. RFK Jr. n'est d'ailleurs pas un homme politique de carrière, mais un avocat spécialisé, et il est très semblable à son père et à son oncle. Pour bien comprendre, je vais vous citer une courte partie d'un discours de John Fitzgerald Kennedy, peu de temps avant sa mort. Car nous sommes confrontés, dans le monde entier, à une conspiration monolithique et impitoyable qui compte principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence par l'infiltration plutôt que l'invasion, la subversion plutôt que les élections et l'intimidation au lieu du libre arbitre. C'est un système qui a nécessité énormément de ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine étroitement soudée et d'une efficacité remarquable. Elle combine des opérations militaires, diplomatiques, de renseignement, économiques, scientifiques et politiques. Leurs ramifications sont occultes et non publiées. Ces erreurs sont enterrées et ne font pas les gros titres. On fait taire ces dissidents, on ne les glorifie pas. Aucune dépense n'est mise en question, aucune rumeur n'est imprimée, aucun secret n'est révélé. L'ancien président dénonçait alors l'état profond qui sévissait déjà aux États-Unis à l'époque, en ayant le monopole sur toutes les instances du pouvoir. Son neveu, RFK Jr., lui ressemble car il est opposé au pouvoir centralisé et est personnellement conscient de la puissance de certaines parties du gouvernement.
C'est essentiellement pour cette raison que RFK Jr. est en faveur de Bitcoin. C'est une monnaie décentralisée qui retire le pouvoir au gouvernement, y compris à sa partie la plus puissante, la banque centrale. Dans une démocratie qui marche bien, les citoyens ont un pouvoir de rétrocontrôle sur ce que fait le gouvernement qu'ils ont élu. Bitcoin est un de ces mécanismes de rétrocontrôle. RFK Jr. a d'ailleurs pris la parole lors de la conférence Bitcoin de cette année à Miami, et je vous recommande vivement d'écouter son discours si vous en avez le temps. Il explique qu'il a compris l'importance de la liberté financière lorsqu'il a vu en février dernier des manifestants pacifiques contre les mandats de vaccination au Canada voir leur compte en banque se faire geler. Tu ne souhaites pas te faire vacciner ? Compte bancaire bloqué. La vraie liberté financière, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est de pouvoir faire des transactions avec qui vous voulez, quand vous le souhaitez. Sans surprise, RFK Jr. est très fortement opposé au CBDC. En juillet dernier, il avait montré sa divergence avec les monnaies numériques de banque centrale en s'opposant directement au programme FedNow. C'est un service de paiement instantané développé par la Réserve fédérale pour les institutions de dépôt aux États-Unis qui permet aux particuliers et aux entreprises d'envoyer et de recevoir de l'argent. C'est aussi une des fondations nécessaires pour les CBDC. RFK Jr. est sûrement le candidat le plus clair en ce qui concerne les cryptos. Dans son discours à la conférence de Miami, il a juré de veiller à ce que la possession personnelle des crypto-monnaies soit inscrite dans la loi pour protéger de manière inaliénable ce droit. Il veut aussi inscrire dans la loi la possibilité de faire fonctionner des validateurs, des mineurs et des nœuds sur les blockchains sans KYC. En effet, une blockchain où chaque nœud est enregistré et soumis à la KYC n'est pas vraiment décentralisée et les autorités peuvent intervenir. Il est aussi favorable aux mineurs de Bitcoin et il veut un régime de taxes identique au reste de la population et non que les mineurs soient sujets à des surtaxes dues à leur activité. Le candidat accepte carrément les dons en Bitcoin, même via Lightning Network. Et cerise sur le gâteau, il a également déclaré que la communauté Bitcoin est la, je cite, « manifestation moderne de l'impulsion qui a rédigé la Constitution américaine » qui est à la base des libertés aux États-Unis. Il y a même de la chantilly sur la cerise sur le gâteau. RFK propose carrément, s'il est élu, d'adosser en partie le dollar américain à du Bitcoin. On passe maintenant du côté des républicains. Ron DeSantis et Vivek Ramaswamy étaient deux candidats sérieux pour briguer le prochain mandat. Le premier est un politique de carrière, c'est l'actuel gouverneur de Floride, et il avait fait adopter une loi déclarant que les CBDC ne sont pas reconnus comme une monnaie dans son État. Il a coupé l'herbe sous le pied de la Fed et de son projet de monnaie programmable pour imposer des idéologies aux populations. Côté crypto, il comprend que le Bitcoin a de la valeur parce que le gouvernement ne peut pas le contrôler et a souligné à juste titre que c'est pourquoi certains politiciens s'y opposent. Mais sa compréhension du phénomène s'arrête là et dans le fond, il ne semble pas réellement comprendre Bitcoin. Quant à Vivek, c'était le candidat le plus cryptophile de tous côté républicain. Tout comme RFK, il avait accepté les dons en crypto pour sa campagne et était lui aussi invité à la Bitcoin Miami Conference. Une chose intéressante à noter à ce stade, c'est la place conséquente des questions liées à la crypto lors de cette année électorale. C'était inimaginable il y a encore quelques années, quand la crypto était un truc de geek qui n'intéressait personne de politiquement sérieux. Tout cela a bien changé. Bon, nous passons volontairement rapidement sur ces deux derniers candidats, car ils se sont désormais retirés pour soutenir Donald Trump, et on va se pencher justement sur son cas, qui est pour le moins complexe. La position de Trump sur les crypto-monnaies a beaucoup évolué au fil des années. Lorsqu'il faisait campagne en 2016, il appelait à ce que tous les dons de campagne pour les candidats soient faits en crypto-monnaie pour, je cite, « chasser les grandes banques de là ». C'est finalement en 2019 que Trump révèle son opinion personnelle sur le sujet crypto. Encore sur Twitter, à cette époque, il avait tweeté, je cite, « Je ne suis pas fan du Bitcoin et des autres crypto-monnaies qui ne sont pas de la monnaie et dont la valeur est très volatile et basée sur du vent. Les actifs crypto non réglementés peuvent faciliter des comportements illégaux, y compris le trafic de drogue et d'autres activités illégales. Nous n'avons qu'une seule vraie monnaie aux États-Unis et elle est plus forte que jamais, à la fois fiable et solide. C'est de loin la monnaie la plus dominante partout dans le monde et elle le restera toujours. Elle s'appelle le dollar américain. La position est complexe. Trump ne se montre pas drastiquement anti-crypto, mais pour lui, le Bitcoin a le potentiel de remplacer le dollar américain, ce qui en fait un danger pour les États-Unis qui utilisent leur monnaie pour maintenir un certain pouvoir et influence dans le monde. Dans le fond, cela démontre aussi une certaine compréhension de ce qu'est le Bitcoin et de pourquoi il est là. Pour ajouter encore un peu de complexité, Donald Trump a déjà lancé plusieurs collections de NFT à son effigie sur Ethereum. La dernière a été lancée en décembre dernier et le but principal est sûrement de lever des fonds pour sa campagne. Imaginez un instant, Trump pourrait devenir un maximaliste Ethereum.
Après tout, Ethereum n'essaye pas de concurrencer le dollar américain. On aura une présidence de Trump où Ethereum et les altcoins montent en flèche pendant que le Bitcoin s'effondre. Scénario peu probable, je vous l'accorde. Concernant son point de vue sur les monnaies numériques de banque centrale, Trump a été catégorique. Sous sa présidence, il n'y en aura pas. Je n'autoriserai jamais la création d'une monnaie numérique par une banque centrale. Voilà sa déclaration, et on ne peut pas faire plus clair. Pour lui, une telle monnaie serait une dangereuse menace pour la liberté. Cette élection promet d'être une nouvelle fois épique. Tous les investisseurs crypto devront garder un œil dessus car elle amènera forcément une forte volatilité du marché. Il faudra surveiller si Joe Biden, qui montre parfois des signes de sénilité, arrivera jusqu'à l'élection. Sera-t-il remplacé par un autre candidat démocrate d'ici là ? La question est ouverte. Mais le résumé de tout ça, c'est qu'un candidat républicain serait favorable aux cryptos quand un candidat démocrate mettra de nouveau des bâtons dans les roues de ce secteur. RFK est un électron libre, il est dans le camp démocrate, mais a un discours politique similaire au candidat républicain. Cette élection revêt une importance particulière, surtout avec les CBDC. C'est peut-être l'élection où tout va se jouer. Car si les États-Unis interdisent les monnaies numériques de banque centrale, ce sera un message fort pour les autres pays du monde, surtout en Europe. Nous savons que la BCE est en chemin pour sortir son euro numérique et la dystopie semble arriver à grands pas. Dites-nous dans les commentaires quel candidat américain vous aimeriez voir nouveau président des États-Unis. Au vu des dernières élections de 2020, je pense qu'il va falloir accrocher votre ceinture, car d'ici novembre, de très nombreux développements risquent de se produire. Pensez à vous abonner et on vous dit à très bientôt sur Money Radar.